L'entre-deux-guerres fut une période propice à l'expansion des idées communistes à travers le monde. En Europe et aux États-Unis, l'efficacité de cette pénétration soviétique résultait d'une opération de combat civil informationnel insufflée par Moscou à destination des opinions démocratiques. Une guerre secrète culturelle était désormais menée contre l'Occident. Cette stratégie reposait sur une multitude d'organisations de façade ayant pour aspiration la lutte antifasciste et anti-impérialiste. Pour le Comintern, il s'agissait de distiller le préjugé politique favorable qui allait dominer toute l'époque, à savoir le bien fondé animé par l'idéal communiste. Le Troisième Reich vaincu, l'OSS devenue CIA et les renseignements britanniques saisirent l'enjeu qu'était d'investir le terrain culturel pour contrer les soviétiques dans cette lutte d'influence. La caisse de résonance des élites intellectuelles européennes se voyait convoitée par les deux blocs. Leurs médias devinrent rapidement à l'image de cet antagonisme. Pendant plus de 20 ans, la CIA anima un front culturel complexe et richement financé au nom de la liberté d'expression. Elle s'assurait ainsi un contrôle de l'ensemble de la vie culturelle européenne. We wanted to unite all the people who were writers, who were musicians, who were artists, and all the people who follow those people, you know, the people like you and me who go to concerts. Comme pièce maîtresse de cet appareil, le Congrès pour la liberté de la culture fut créé afin de réunir un socle commun d'intellectuels, conservateurs comme sociodémocrates, face à la menace totalitaire stalinienne. L'association employa des dizaines d'individus dans toute l'Europe et fut l'instigatrice de nombreuses activités et productions culturelles. We used the names of foundations for many purposes, but the foundation didn't exist except on paper. We had agents in the Congress for Cultural Freedom paid by us, and through the Marshall Plan and its counterpart funds, we got money to the Congress for Cultural Freedom and many other organizations in Europe. We would go to somebody in New York who was a well-known rich person, and we would say, we want to set up a foundation, and we would tell him what we were trying to do and pledge him to secrecy, and he would say, of course, I'll do it, and then you would publish a letterhead, and his name would be on it, and there would be the foundation. It was really a pretty simple device. 167 fondations privées servirent de couverture pour appuyer ces démarches. La CIA voyait dans les beaux-arts ainsi que dans tout autre courant artistique l'opportunité de façonner et imposer l'identité américaine. It's very easy to talk about culture, but talk about culture doesn't really have an impact on the public. Les contradictions politiques vinrent néanmoins parasiter ou limiter l'ampleur de ce dispositif. La traque aux opposants sur son propre sol durant le macartisme, ou encore les contre-coups de la guerre du Vietnam, nuancèrent grandement l'image du pays comme champion de la liberté d'expression. Enfin, la multiplication d'enquêtes journalistiques américaines sur les financements occultes prodigués par la CIA finirent d'exposer l'implication de cette dernière sur la scène culturelle européenne et amorcèrent la fin du Congrès pour la liberté de la culture. This would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. And we're looking at that very carefully. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, the ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. Do you have any people paid by the CIA who are working for
television networks. This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. L'histoire du XXe siècle a été marquée par deux cultures civiles de la guerre d'information. Deux ouvrages illustrent très bien l'affrontement entre ces deux cultures civiles. Le premier ouvrage, c'est celui de Stephen Corr, La fin de l'innocence, les intellectuels d'Occident et la tentation stalinienne. Cet ouvrage, il parle justement de la manière dont s'est progressivement organisé du côté du monde soviétique un appareil de combat qui était totalement orienté sur l'axe utilisation offensive de l'information sous toutes ses formes. L'homme qui a créé cet appareil de combat s'appelle Willy Münzenberg. Cet homme, c'est vraiment l'image du cadre militant de la Troisième Internationale, donc du Comintern. Willy Münzenberg a compris qu'il ne fallait pas rester focalisé sur la mobilisation de la classe ouvrière. Il lui fallait élargir le champ de l'activité subversive en utilisant l'information. Quel a été le prétexte pour élargir ce champ? La montée du fascisme, dans un premier temps, la montée du nazisme, dans un second temps. La montée du fascisme, c'était une priorité importante pour le mouvement communiste international parce que c'était une première défaite majeure d'un parti communiste hors d'Union soviétique qui s'était créé à partir d'une insurrection armée, qui était de loin le parti communiste le plus structurant, pourrait-on dire, après le parti communiste allemand. Pour un homme comme Münzenberg, il fallait réagir. La réaction, c'était d'aller chercher hors du monde ouvrier des points d'appui. Il est allé les chercher là où il voyait l'idéologie dominante du vieux monde se fissurer. Et où se fissurait-elle, cette idéologie dominante? Dans la culture. Le dadaïsme, le surréalisme, la remise en question de la représentation culturelle de l'ordre ancien, donc du capitalisme d'une certaine manière. Nous étions révoltés contre toutes ces fausses valeurs, contre cette fausse morale, contre ce faux art. Vous trouviez aussi à ce moment-là que la politique était dégoûtante? Ah oui, ça entrait dans tous les principes de la bourgeoisie, consacrés de la bourgeoisie, étaient pour nous à rejeter. Mais il n'y a pas de doute que l'incidence politique a beaucoup joué. Et c'est à ce moment-là aussi que vous avez rencontré un grand politique, en jouant aux échecs, par hasard. Ah oui, oui, oui. Je dois dire que je ne m'étais pas rendu compte, à l'époque, je ne savais pas qui était Lénine. Ces fissures, Münzenberg a compris que ça pouvait être exploité sur un terrain complémentaire au monde ouvrier, et il est allé chercher des intellectuels, des artistes de différentes catégories, sculpture, peinture, des musiciens, des écrivains, et in fine des universitaires. En piochant dans toutes ces petites catégories culturelles, il a commencé à créer un réseau. Son objectif, c'était de faire en sorte que ces gens-là s'organisent, se parlent, créent des revues et commencent eux-mêmes à produire de la connaissance. Et cette connaissance, bien entendu, elle avait une valeur subversive par rapport à l'ordre établi. Les différents manifestes Dada exprimaient une très grande révolte à l'égard de la société du temps et du système de valeurs qui avait été en cours jusqu'à la guerre. Pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude du surréalisme et la vôtre vis-à-vis le communisme? Eh bien, dans les environs de 1925, nous avons éprouvé à plusieurs une très forte attraction pour les thèses du Parti communiste, et nous avons tenté d'ailleurs, la plupart d'entre nous à l'époque, d'adhérer à ce parti. On le voit développer aux États-Unis, ce fameux Willy Münzenberg, donc au cœur même du capitalisme mondial, ce travail de bâtisseur d'une véritable machine de guerre de l'information, sur des bases purement civiles,
a donné lieu à une pénétration très très importante des démocraties par ces éléments de discours, ces appels à signature de pétition, ces grandes mobilisations qui vont se cristalliser notamment au moment de la guerre d'Espagne, notamment au moment où Joseph Staline comprend que l'affrontement classe contre classe, c'est-à-dire éliminer les sociodémocrates pour être la gauche dominante à travers le Parti communiste, ça ne menait pas vraiment à une victoire, donc il y a eu un changement de posture, et là, l'objectif c'était de mobiliser toutes les forces de gauche face à un seul ennemi, et le seul ennemi allait devenir le fascisme, le nazisme, et les forces capitalistes qui allaient soutenir le développement de ces deux idéologies. Ça, c'est vraiment la phase 1 de la création d'une culture et d'un système qui a eu une apogée, c'est juste avant la signature du pacte germano-soviétique. In August of 1939, Hitler sent his foreign minister to Moscow to sign a non-aggression pact with the Soviet Union and make a secret deal with Stalin. Russia and Germany would divide Poland between them. Hitler, confident that Stalin would not interfere with his plans, was now free to set the world's agenda. He was looking far beyond Poland. La signature de ce pacte va bloquer le développement de cette culture subversive et le développement et le transfert des acquis de la culture subversive. Les vieux bolcheviks sont liquidés. Ceux qui se trouvent à l'étranger en tant qu'agents du Comintern, en particulier ceux qui ont été envoyés en Espagne, sont rappelés à Moscou, jugés sommairement et exécutés. En réalité, le dictateur du Kremlin a mis une croix sur la lutte antifasciste. Et ça a une conséquence immédiate pour Willy Musenberg. Laquelle ? Dans cette nouvelle optique, le génial chef d'orchestre de la campagne antifasciste n'a plus aucune utilité. Et il devient même carrément gênant, car Musenberg n'a nullement l'intention d'abandonner et de renoncer à ce qui a été quand même la grande affaire de son existence. Donc l'éliminer lui aussi. Exactement. Là où le travail mené pour l'élaboration d'une culture civile de guerre d'information a été payant, c'est que des gens comme Ho Chi Minh en Indochine et beaucoup d'autres leaders révolutionnaires dans différentes parties du monde, et notamment dans ce qu'on a appelé plus tard les pays en voie de développement, se sont réappropriés à leur manière des méthodes pour affaiblir l'adversaire et travailler pour commencer à saper les bases idéologiques des empires coloniaux européens. La réaction du monde occidental à cette espèce d'emprise de la culture subversive a été tardive, finalement. Et une personne nous l'explique très bien dans un second ouvrage. C'est une Britannique qui a écrit un essai de valeur universitaire. Ce n'est pas simplement un pamphlet. Cet ouvrage s'intitule « Qui mène la danse ?» et c'est pas tout à fait un hasard s'il n'a pas été réédité et s'il est introuvable. Parce que cet ouvrage démontre comment les États-Unis, d'une part, la Grande-Bretagne, d'autre part, ont construit eux-mêmes un véritable système pour s'opposer au système subversif créé par l'Union soviétique et plus particulièrement, surtout, par certains cadres clés de la Troisième Internationale, autrement dit du Comintern. C'est-à-dire que deux pays ont mobilisé deux agences de renseignement, la CIA d'un côté, le SIS britannique de l'autre. Ces deux services de renseignement ont créé chacun dans leur propre système une structure pour mener une guerre de l'information sur des bases purement civiles et non pas militaires. Quel a été l'axe stratégique? Il a été particulièrement intelligent. Le monde occidental avait compris que le fer de lance de cette culture civile, créée entre les deux guerres, sous la pression de l'Union soviétique, pouvait être symbolisé par un terme, le progressisme. Et rien qu'au niveau sonore, on voit bien la valeur positive qu'il y a dans ce mot.
le progressisme. Comment contrer un terme aussi dominant en termes d'influence? Eh bien, la CIA et le SIS ont été les promoteurs d'un second terme, la dissidence. Et ce sont justement les personnes qui ont quitté le Comintern, qui ont été en désaccord avec le Pax germano-soviétique, cet acte de realpolitik de Staline, où on s'allie avec le diable alors qu'on prétend être Dieu, ça a été l'élément de lucidité majeur du monde occidental et le point central de contre-attaque a été de dire le bloc qui prétend apporter le bonheur au monde ouvrier par une révolution dite prolétarienne a créé quelque chose d'horrible, c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de penser librement leur vie culturelle. D'où la stratégie de créer une caisse de résonance mondiale. Et comment on crée une caisse de résonance mondiale? Eh bien, on va mobiliser, comme l'ont fait les soviétiques entre les deux guerres, les intellectuels émanant des démocraties européennes, pour défendre une idée, la liberté de penser. Donc, créer une organisation qui va défendre cette liberté de la culture. Le SIS britannique, qui est très lié, comme vous le savez, au Foreign Office, au ministère des Affaires étrangères britannique, n'a pas hésité à faire acquérir plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages de Kessler, Le Zéro et l'Infini, et de les distribuer. Mais on a créé une structure permanente, un congrès pour la liberté de la culture, où on réunissait tous les intellectuels de différents pays. On a créé des revues, on a créé des opérations pour sensibiliser. Quand il y a eu les événements en Hongrie en 1956, on a exfiltré l'orchestre philharmonique hongrois et on lui a fait courir le monde pour exprimer son art au nom d'une cause, la liberté de la culture. Donc tout ce rouleau compresseur de contre-attaque culturelle, de contre-attaque informationnelle, a eu, bien entendu, des résultats très intéressants. Et c'est là qu'on a vu apparaître un véritable contrepoids face au précédent rouleau compresseur, qui était celui de la culture subversive cominternienne. The impact was much, much stronger than 4 presidential speeches by Dwight D. Eisenhower about culture and democracy. Qu'est-ce qui a bloqué le développement de cette stratégie? Côté occidental, la faille, elle est créée parce que, d'une certaine manière, les services de renseignement qui sont à la manœuvre vont avoir l'appétit plus gros que le ventre, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se prépositionner derrière des revues d'extrême gauche, qu'ils vont manipuler, notamment des revues trotskistes, qui critiquaient, parce que Trotsky avait été éliminé, parce qu'il défendait une autre version de l'évolution de la révolution communiste, la CIA n'a pas pu s'empêcher de travailler pour manipuler et faire passer des idées à travers ces revues qui ne savaient pas qu'elles étaient manipulées par la CIA, pour tenter d'affaiblir l'image du bloc soviétique au début de la guerre froide et dans la continuation. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que bien entendu, en voulant aller trop loin dans le cynisme, dans la manipulation, il y a eu immanquablement le dérapage. C'est-à-dire que quelqu'un a commencé à l'intérieur du contre-système à avoir des états d'âme. Et s'est produit l'inévitable, la fuite, dans un journal américain, qui révèle tout le poteau rose. And I'm glad the CIA was immoral. If that's immoral, to fund secretly something that is essential for the freedom of the world, if that's immoral, I'm glad. Cette
erreur des services de renseignement occidentaux, casse, ni plus ni moins, tout l'édifice, puisque en 1973, il n'est plus possible pour les intellectuels qui participent à ce combat-là de voir leur image liée à une opération de covert action de service spécial. Donc, que doit-on retenir comme conclusion à l'affrontement entre ces deux cultures civiles? C'est qu'elles ont l'une et l'autre généré des systèmes qui n'ont pas disparu. La culture civile subversive née entre les deux guerres a continué à exister bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui on voit encore les queues de comète au sein de tout un tas d'opérations subversives parce que les transferts de savoir se sont effectués de différentes manières. Cette culture continue à vivre. L'autre, celle qui voulait créer un contre-système, même si elle a été brutalement stoppée en 1973 parce que révélée au grand jour, au point que l'officier de la CIA, qui était la cheville ouvrière de la manipulation, a dû apparaître au grand public pour revendiquer l'opération. Cette culture n'a pas disparu pour autant. Et on va la voir réapparaître bien au-delà de la guerre du Vietnam, dans les années 90, 2000, 2010, car elle va être la base d'une nouvelle matrice civile de guerre de l'information, que d'aucuns qualifient aujourd'hui de matrice, par exemple, des révolutions colères.